Cette exposition, c'est un hommage visuel au livre. C'est-à-dire qu'en fait, je recherche toutes les formes visuelles pour rendre hommage au livre et je ne passe pas par l'écrit. Un jour, je suis à Londres, à la National Gallery, et sur un tableau de Savoldo, tableau de la Renaissance, d'une Sainte-Madeleine, je découvre la bâche de notre Quatrelle. Et je me dis, c'est incroyable, qu'est-ce qu'elle fait là, la bâche de notre Quatrelle, dans un tableau de la Renaissance? Je photographie, je crois, la photo avec mon téléphone portable. Je rentre à Bruxelles, je regarde sur Internet, j'essaie de retrouver la photo, Savoldo, etc. Et puis en Corse, l'été suivant, je dis, on va refaire la photo. Avec la bâche de la Quatrelle, on l'a, la Quatrelle, on l'a. Et pour le pot d'onguent, je choisis un vieux flacon de saké que j'avais acheté à Kyoto en 96. Je prends un cube et on part vraiment brique et de broc, quoi. Donc c'est cette photo finalement qui est le point de départ de l'exposition. L'autre point de départ plus antérieur encore, c'est le fait qu'il y a une grande scène de Fuir, de mon roman Fuir, qui se passe au Louvre, où le personnage de Marie fuit les grandes salles de la Grande Galerie. Et Pascal Torres m'a écrit, ayant lu ce passage au Louvre, étant déjà conservateur au Louvre, il m'a écrit, il m'a dit que ce passage l'avait particulièrement touché, qu'il était au Louvre, et il me proposait de venir un jour, un mardi justement, un mardi au Louvre, me faire visiter le musée. Le poids du classicisme du Louvre me plaît. Disons, comme écrivain, j'aime écrire aujourd'hui, et là, j'aime faire des propositions plastiques aujourd'hui, mais avec tout le poids du classicisme et donc le poids réel de la Renaissance, par exemple, de la peinture de la Renaissance. De même qu'en littérature, le poids réel d'un certain classicisme, que je commencerai plutôt au XIXe siècle. Je ne vais pas beaucoup plus loin que le XIXe siècle, mais enfin, en tout cas, Flaubert, en tout cas, Proust, en tout cas, Kafka, Dostoïevski, Nabokov, etc. Mais j'aime me confronter à ces maîtres-là pour écrire de l'art d'aujourd'hui. Je cherche à écrire aujourd'hui, maintenant, en 2012, je dirais même maintenant en mars 2012, ou le mois prochain, en avril 2012. Et c'est un peu la même chose dans la démarche plastique, c'est ne pas oublier l'art de la Renaissance, ne pas oublier l'art même du 19e siècle, puisque Delacroix peut être cité aussi, ne pas oublier tout cet art-là et toujours garder une sorte de lien avec cet art, et pas faire un art contemporain qui serait sui generis ou qui arriverait tout seul sans aucune référence. Donc j'aime qu'il y ait ces références du passé, mais toujours pour regarder devant moi. C'est une variation contemporaine de l'hommage à Delacroix de Fantin-Latour. Il m'est assez vite apparu que le livre, c'était aussi les écrivains vivants, c'est les écrivains vivants qui faisaient le livre, et que la présence d'écrivains vivants avait tout à fait sa place dans une telle exposition. Dans la façon de faire la composition, c'est vrai que je me suis méfié et je ne voulais pas faire quelque chose comme une reproduction un peu en costume où on aurait repris exactement les mêmes poses, avec les mêmes costumes et choses comme ça. Donc je voulais éviter cela. C'était simplement une variation contemporaine. Simplement, je reprenais un autoportrait de Delacroix et je mettais des écrivains contemporains à la place des critiques, poètes, peintres que Fantin-Latour avait réunis. Alors tout ça a un côté un petit peu solennel, puisqu'en plus la photo est prise dans la salle de consultation des arts graphiques du Louvre, et puis bon, on est tous un peu droits, un peu raides. Bon, j'avais quand même réfléchi à la question, et je me suis dit que le mieux, puisque Fantin-Latour se représente avec sa palette de peintres, moi, je me représenterais avec le déclencheur à distance de l'appareil photo, et même avec tout le dispositif, c'est-à-dire déclencheur à distance, miroir qui renvoie à l'appareil photo. Donc ça, c'est évidemment très très calculé de voir que l'appareil photo se voit dans le miroir, qu'on me voit moi avec le déclencheur, et non seulement avec le déclencheur, mais avec l'ordinateur portable, avec le retour image. Alors, un retour image sur un ordinateur portable, c'est totalement
du 21e siècle. À l'époque, quand je faisais des films, il y avait un retour image, c'était un moniteur, c'était pas l'ordinateur portable. Donc ça, c'est au moins un détail où on est complètement 2012. L'autre chose aussi qui atténue un peu le côté solennel de la photo, c'est le titre qui est assez ironique, où je plaisante, puisque c'est quelques amis écrivains qui passaient ce jour-là au Louvre par hasard, à qui je demandais de poser à l'improviste avec moi autour d'un autoportrait de Delacroix. Déjà, c'est un titre à rallonge, mais en plus, il y a l'idée de qui passait par hasard, mon œil, et je demandais à l'improviste, alors qu'on est complètement figé dans cette photo, comme si c'était une sorte de photo volée de quelques amis au restaurant. Évidemment, il y a un double sens ou une sorte d'ironie dans le titre qui atténue un peu le côté solennel de cette prise de vue. Mais en même temps, cette solennité me plaît parce qu'elle est à la fois réelle, c'est une vraie solennité. Je réunis quand même des écrivains qui comptent, et en même temps, on a comme un petit... Il y a quelque chose qui brille dans tous les yeux. On n'est pas complètement dupe, on n'a pas l'air d'être là à être de pompeux cire. J'en ai profité d'avoir ces amis écrivains présents au Louvre pour faire des portraits individuels devant des tableaux du Louvre. En fait, c'était purement ponctuel, mais en effet, c'est un tableau incroyable parce qu'il y a 3 personnages et j'ajoute Emmanuel Carrère. Il y avait juste une place pour lui, en fait. Et je dis, en fait, moi, j'achève, en tout cas du point de vue de la pertinence graphique, en ajoutant Emmanuel Carrère, c'est plus pertinent graphiquement. Mais bon, c'est une plaisanterie aussi. Pascal Torres aimait beaucoup le tableau de Goya, devant lequel il pose. Et en fait, là, ça m'a frappé la ressemblance incroyable entre lui et le modèle. Et donc, je trouvais qu'on aurait dit qu'il y avait un lien de famille entre les deux. Bon, et après, évidemment, j'ai trouvé la formule « et ta sœur » qui est très impertinente et qui me plaisait beaucoup, surtout qu'à la page suivante, je montre une photo de moi collégien à 13 ans et où je me suis simplement ajouté un petit badge très discret avec « fuck ». Et la page à côté, le Saint Jean-Baptiste de Léonard de Vinci, qui en effet lève le doigt d'une façon... On pourrait le lire de façon ambiguë, et c'est ce que j'ai fait. Et ça, c'est impertinent. Et donc, ça me plaisait qu'il y ait de telles impertinences, même si la tonalité générale est plutôt classique et il y a de la tenue. Mais de temps en temps, j'en balance une. Souvent, j'essaye ça, d'installer une certaine solennité ou beauté ou rigueur ou esthétisme. Et puis, j'aime bien les coups de canif ou envoyer des boulettes. Un peu l'idée des collégiens qui jettent des boulettes du fond de la classe. C'est un concept que j'aime bien, ça. Et si on ajoute... c'est quelque chose d'un peu imprévu, quoi, la boulette, ou les sardacanes, comme ça, un peu en douce aussi. Je ne sais pas si je le faisais parce que j'étais trop lâche, je crois, pour le faire moi-même quand j'étais collégien. Mais j'aurais bien aimé envoyer des boulettes ou les petits pois sur la fourchette. Ça me paraît quelque chose, facteur de liberté, d'impertinence, de légèreté. Toutes ces mains tiennent des livres, sauf une qui pince un sein. Et c'est en effet le fameux tableau de l'école de Fontainebleau. Et ça m'amusait, justement, dans l'espèce de sérieux dont je ne me départis pas de montrer des mains et des livres. C'est vrai que le sein faisait du bien, là, et un peu inattendu. Il y a une réflexion que je me fais là, beaucoup, et ça vient là aussi même comme écrivain, c'est qu'à force de tout maîtriser, de tout recalculer, de tout relire, de savoir tout, ça peut devenir un peu ennuyeux parce que sans surprise. Je tenais beaucoup à ne pas présenter que des photos totalement maîtrisées. Et par exemple, l'exemple auquel je pense, c'est la variation sur le coup de tête de Zidane, où ma fille donne un coup de tête à mon fils et que je mets en relation avec Zidane, avec le défenseur italien. Il n'y a qu'une image, je n'ai fait qu'une image. Et à côté de ça, il y a une photo comme Mardi au Louvre, à laquelle j'ai pu penser pendant 3 mois, faire des dessins, des choses extrêmement préparées, faire des réunions préparatoires avec les différents métiers du Louvre. C'est un travail très long.
J'aime laisser toujours une place à l'imprévu, parce que c'est ça aussi qui donne de la vie, et sans doute d'autant plus de vie si tout le reste est très maîtrisé, si tout le reste est très réfléchi, qui est simplement de temps en temps quelque chose qui surgit d'inattendu ou d'imprévu. Très activement, je me suis intéressé à l'état de l'imagerie médicale actuelle et ce qu'on pouvait obtenir comme image du cerveau. Ça a été passionnant. Donc moi j'ai rencontré des neurologues, j'ai été actif, là sans plaisanter, j'ai vraiment fait des expériences et j'ai appris beaucoup de choses que je pressentais peut-être mais que je ne connaissais pas vraiment. Et disons que là, pendant 2 ans, j'ai été très attentif à tout ce qui était, tout ce qu'on pouvait savoir sur l'état actuel des connaissances au sujet du cerveau. Et en effet, je me suis intéressé beaucoup à toutes les possibilités d'imagerie médicale et des images, des interfaces cerveau-ordinateur. J'ai trouvé une coïncidence étonnante entre des dessins de Lebrun qui ont été faits d'après des planches anatomiques de Vézal et des images d'imagerie médicale que j'ai faites moi en 2011 et comment finalement il y a une ressemblance étonnante entre ces images, d'une qui date du XVIe siècle et une autre de 2011. Quelquefois, il y a des petits reculs comme ça, ironiques. L'autocollant fragile, c'est une petite blague un peu potache que j'ai ajoutée, où je me représentais en tant que marchandise, quoi, le type qu'on met en effet dans le scan. C'est un peu ce qu'on ressent d'ailleurs réellement, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être traité comme un ballot, et on nous enfourne, ou comme un pain, quoi, et on nous met dans ce PET scan, et après on nous reluque à fond. De mettre en vis-à-vis un exemplaire très rare de la Divine Comédie de Dante, un incunable, un des trésors majeurs de la collection Edmond de Rothschild, qui appartient donc aux collections du Louvre, et de le mettre en regard avec des tablettes électroniques. Donc de mettre sur le même plan la Renaissance et la technologie la plus contemporaine. Mais cette technologie contemporaine, en fait, j'en fais quelque chose. Et en effet, comme vous le dites, je suis à la fois curieux de ce qui se passe. Je ne suis pas nostalgique du livre papier et tout ça, que j'aime, puisque l'exposition est quand même un hommage au livre. J'aime le livre, mais je ne suis pas pessimiste au sens que ce n'est pas parce que les modes de lecture se transforment que la lecture va disparaître. Et donc je suis attentif, curieux des nouvelles formes et de voir ce qu'on peut faire avec, par exemple, les tablettes électroniques. Je pense que l'œuvre qu'on propose, que j'ai co-réalisée avec un informaticien qui s'appelle Patrick Soquet, ou le texte de l'enfer de Dante en 9 langues prend feu et puis renaît de ses cendres, est vraiment une tentative qu'aucun artiste pouvait faire, même il y a 10 ans, puisque les tablettes ne le permettaient pas. Et je pense que c'est une œuvre qui vraiment explore les possibilités des tablettes électroniques en tant que médium d'art contemporain. Et c'était pour moi comme une plongée à l'intérieur de Dante. C'est-à-dire Dante, je le présente, alors je présente l'incunable, c'est très joli, mais c'est extérieur. Tandis que faire la traduction et passer 15 jours avec cette traduction, avec ce texte, ça me permet aussi de revenir à ce qui est l'essentiel du livre, c'est-à-dire un contenu. Et ça, on croit que je l'oublie en ne montrant que l'extérieur du livre, mais en fait je ne l'oublie jamais. Et en me plongeant ainsi au cœur même du livre, j'apprends à mieux connaître Dante, qui n'était pas un auteur que je fréquentais beaucoup, qui n'est d'ailleurs pas un auteur facile du tout. Et donc ça m'intéressait aussi d'avoir une démarche active et de continuer une recherche en marge. C'est pas, je propose des œuvres, mais en même temps je continue moi à m'instruire ou à rechercher des choses ou à découvrir des domaines que j'explore et qui m'intéressent.